Parce qu'on n'en peut plus de cette anxiété, on n'en peut plus de ressentir cette rage à l'intérieur ou cette honte ou cet effondrement. Donc on a toutes nos addictions, on a notre people pleasing, on a l'hyper-performance, on a de jamais s'arrêter de travailler, comme ça j'ai pas à sentir mon corps et j'ai pas à dealer avec ce qui se passe dans ma vie. Et même si plus tard on devient conscient de tout ça, le trauma c'est pas une idée avec laquelle on peut débattre, ok ? C'est pas une sorte de conscience intellectuelle qui, une fois acquise, va nous permettre de connaître un changement. Malheureusement, ça serait super, mais c'est pas le cas. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver. Et avant de commencer, j'ai envie de m'adresser à toi qui écoutes. Peut-être à toi qui écoutes avec un poids dans la poitrine, peut-être que t'es fatigué, peut-être que tu te définis comme une personne qui a tout essayé. J'ai tout essayé pour sortir de l'anxiété, j'ai tout essayé peut-être pour sortir de douleurs chroniques, de maux chroniques, de symptômes. T'as peut-être passé des années à chercher des solutions, à consulter toutes sortes de livres, experts, etc., à lire, à comprendre. Et malgré tout, l'anxiété est encore là. Tu te réveilles avec elle, tu t'endors avec elle, peut-être que même t'organises ta vie autour d'elle. Et parfois tu te dis, bah voilà, c'est ça, that's it, je vais vivre avec ça toute ma vie. Peut-être que tu te dis aussi, je suis une cause perdue. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pu me dire. Si tu te reconnais là-dedans, cet épisode est pour toi. Et je veux tellement te dire que je comprends. J'ai tellement oscillé pendant des années entre je serai toujours comme ça avec l'anxiété et c'est pas possible, je préfère mourir. Et avec cette énergie de désespoir, le c'est pas possible, je préfère mourir que de vivre comme ça toute ma vie, c'était vraiment ce désespoir qui me faisait repartir au combat. Donc cet épisode est pour toi, qui pense que t'as tout essayé. Pour toi qui te sens seul avec ton anxiété, parce qu'honnêtement, à part ceux et celles qui traversent ça aussi, personne ne comprend vraiment. Et parmi ceux et celles qui comprennent, on n'a pas la même vie, donc personne ne comprend vraiment. Donc aujourd'hui, mon objectif avec cet épisode, c'est de t'apporter une nouvelle compréhension, de te présenter ton anxiété sous un angle radicalement différent. Ça paraît peut-être un peu ambitieux, dit comme ça, mais vraiment un angle qui permet la guérison. Que tu ressors de cet épisode en pensant, ok, c'est possible de se libérer de l'anxiété, c'est possible de vivre sans anxiété. Un angle qui te redonne du pouvoir, qui te redonne peut-être de la compassion envers toi-même, parce que je sais que la critique intérieure, elle peut être tellement active quand on a de l'anxiété et surtout qui te redonne de l'espoir. Donc comme d'habitude, on va parler de ton système nerveux, on va parler de traumatisme, on va parler de pourquoi les choses n'ont pas fonctionné jusqu'ici, des différents paliers aussi de libération de l'anxiété et de ce qui est possible pour toi. Et pas juste dans la théorie, que je sais que tu as déjà consulté plein de choses, dans ton corps aujourd'hui, dans ta vie. Maintenant, installe-toi confortablement. Respire et on y va. Ah, et juste avant de démarrer, j'allais presque oublier. Je veux te faire une invitation parce qu'on continuera cette conversation ensemble sur l'anxiété puisque l'anxiété, on le sait maintenant, j'espère que tu le sais, elle a de multiples causes, c'est pas juste une cause, c'est vraiment quelque chose de multicausal, multifactoriel, l'anxiété. Et donc on va continuer cette conversation ensemble au-delà de cet épisode dans le sommet Devenir qui est notre grand sommet sur le système nerveux, qui est un sommet complètement gratuit. C'est quoi ? C'est une demi-journée en live ensemble pour comprendre, pour ressentir et pour commencer ce travail de régulation du système nerveux avec des conférences et des moments de pratique. On a vraiment voulu que ce soit un mix entre conférences et pratique pour que voilà, tu puisses venir au sommet dans cette démarche de je vais démarrer ou peut-être je vais continuer si tu es déjà sur ce chemin. C'est un événement absolument gratuit, totalement gratuit. Le lien, il est sous la vidéo pour t'inscrire avec toutes les informations. Il est encore temps. Je rappelle qu'il y aura un replay disponible pendant une semaine après. Donc même si tu peux pas être là le 28 février sur cette demi-journée, inscris-toi pour ne rien manquer. Tu recevras les conférences et les pratiques par la suite. Donc même si tu peux pas être là en live, sous la vidéo, inscris-toi au sommet. Et pour t'éviter d'aller regarder la page du sommet maintenant, pour que tu restes avec moi, je te donne les thèmes des conférences. La première conférence, ce sera sur le fait qu'il faut faire de la place pour guérir. Donc comment est-ce qu'on crée du temps
pour faire ce travail-là de guérison. Ensuite, on parlera de l'attachement et comment tout commence avec l'attachement. La troisième conférence, ce sera sur le fait de pouvoir revenir justement. Elle est très en lien avec notre épisode d'aujourd'hui. La troisième conférence, c'est le fait qu'on puisse revenir même d'endroits les plus sombres. Même quand je suis au fond du trou de l'anxiété ou au fond du trou de, voilà, peut-être revivre des traumatismes, au fond du trou de symptômes, qui me gâchent la vie. On peut revenir, on peut guérir. On parlera aussi de pourquoi parler ne suffit pas dans ce travail-là. Et on parlera d'intégration. Sujet qui est très peu abordé. Et on montrera comment l'intégration, c'est la moitié, au moins la moitié du travail de régulation. Elle est tellement, tellement importante. On parle beaucoup du repos, mais on parle peu de l'intégration. Donc voilà, réserve ta place gratuitement et on se retrouve dans Devenir le sommet sur le système nerveux. Et je reviens à notre épisode. Dans l'épisode, je vais expliquer pourquoi on peut se sentir désespéré, pourquoi on peut se sentir coincé. Parce qu'effectivement, on est coincé, on a l'empreinte d'événements, de situations traumatiques dans notre système. Et puis, j'irai dans la science pour montrer pourquoi en parler ne suffit pas. Et puis, je terminerai l'épisode avec 5 conseils, 5 choses que tu peux faire tout de suite quand tu te sens aux prises avec l'anxiété, aux prises avec la dérégulation, quand tu sens des pensées du type aussi je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, ce désespoir, cet état dorsal, cet effondrement, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Je terminerai avec ça. Donc on y va. On arrive toutes à un moment sur notre chemin de guérison où on se dit j'ai essayé tellement de choses, pourquoi j'en suis toujours là? Ou pourquoi telle ou telle modalité que j'ai essayé, que peut-être quelqu'un m'a conseillé, et puis pour moi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas pour moi? Et souvent ça arrive après ou des années de thérapie, souvent des années de thérapie par la parole, ou des choses peut-être qui nous ont soulagés mais qui ont été des pansements temporaires. Et je vais nommer ici tout ce que nous vend l'industrie du bien-être parce que il faut bien rendre sexy même l'anxiété. Alors on voit des belles routines du matin, on voit le matcha qui a l'air tout droit sorti du meilleur café de Beverly Hills, on voit le tapis de yoga sans une trace de pratique, on se demande s'ils pratiquent vraiment ces gens-là. Si vous voyez mon tapis de yoga, il ne ressemble pas à ça. Et puis on termine avec l'arrière-plan de toutes ces vidéos, une maison complètement rangée. C'est pareil, là derrière moi c'est rangé, mais je vous assure que c'est l'unique endroit de ma maison qui est rangé. Je veux dire, même à moi qui me suis complètement libérée de l'anxiété aujourd'hui, ça me met de l'angoisse quand je vois ma maison complètement détruite en 15 minutes par ma petite de 14 mois et je vois sur les Reels là sur Instagram les maisons de tout le monde qui ont l'air hyper rangées. Je suis là, ce n'est pas vrai. It cannot be true. C'est pas possible. Quand on dit pourquoi ça marche pas pour moi, ça peut arriver quand il y a ce moment de désespoir qui arrive, quand on a l'impression de faire des rechutes, et je mets entre guillemets ici, si tu me regardes pas en vidéo, je fais des guillemets avec mes mains, parce qu'on a l'impression qu'ils sont des retours en arrière et qu'ils n'en sont pas souvent, et c'est pour ça que c'est tellement, je trouve, important d'être soutenu, encadré, mais dans le sens de porter par un cadre, en fait, dans ce travail-là, parce qu'il y a ces moments où on a l'impression de revenir en arrière, mais on revient pas en arrière, en vérité, donc on a besoin de personnes qui sont là, qui nous soutiennent et qui nous expliquent. Mais c'est difficile, ces moments-là, quand on pense s'être libéré de quelque chose, et puis hop, peut-être sans explication, un symptôme revient ou l'anxiété revient. Et puis bien sûr, ça peut nous faire un peu paniquer. Ça donne ce sentiment qui franchement est douloureux / paniquant de revenir en arrière et d'être à nouveau cette personne que rien ne peut aider, rien ne peut réparer. Et c'est facile de se laisser aller au désespoir. Et ma théorie, c'est qu'on perd espoir parce qu'on pense mal. C'est-à-dire, on pense de travers. On pense qu'on doit être réparé. Mais on n'a pas à être réparé. Surtout parce qu'on n'est pas une machine. On n'est pas une machine où on va réparer le bouton on et off ou reconnecter tel câble et puis ça va se remettre à marcher. Ça marche pas comme ça. Et vraiment, une fois qu'on comprend comment notre corps-esprit, je le mets en un mot, comment notre corps-esprit fonctionne, il y a tellement de soulagement parce que tu comprends que si tu te mets en chemin, c'est impossible que tu restes comme ça. Il y a forcément des choses qui vont bouger. Et peut-être que ça, tu peux plus te le dire à toi-même parce que t'as pas d'espoir aujourd'hui en écoutant cet épisode. Mais moi, je vais te le dire. C'est pas un échec. T'as pas échoué. Ton système, il a pas échoué. Ton système nerveux fonctionne d'ailleurs parfaitement bien. Je le répète, ton système nerveux fonctionne parfaitement bien. Ce qui a pas fonctionné, c'est les approches, les modalités. Peut-être le fait de juste consulter quelque chose puis pas d'aller dans la pratique, mais c'est les approches que t'as essayées qui ont pas dialogué avec les bons endroits de toi. Et c'est pour ça que ça marche pas. Encore. Mais ça va marcher. Et cet endroit où on doit dialoguer, c'est le système nerveux. Donc pour comprendre, revenons aux origines de l'anxiété, aux origines de ce qui dérégule le système nerveux autonome. Okay ? Et même ce terme, il n'est pas tout à fait juste parce que le système nerveux, il n'est pas dérégulé en soi. Le système nerveux, il continue de réagir à une perception de danger.
Donc, il est dérégulé dans le sens où il perçoit le danger alors qu'il n'y en a pas, mais après, il réagit parfaitement en conséquence. Donc, il fonctionne bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'il continue à avoir une perception de danger, notre système nerveux? Et la réponse, c'est la réponse traumatique. Autrement dit, une réponse de survie qui s'est soldée en impuissance, qui n'a pas pu aller au bout parce qu'on faisait pas le poids, parce qu'on n'avait pas la force, parce qu'on n'avait pas les ressources, parce qu'on n'avait pas le soutien. Et donc, on est resté dans cette impuissance-là. Bessel van de Kolk, il explique très bien ce mécanisme dans son livre qui s'appelle « Quand le corps n'oublie rien ». Il nous dit le trauma, il n'est pas dans l'événement, mais dans l'empreinte actuelle, dans l'empreinte que cet événement a laissée dans ton corps. Et qui est une empreinte de peur. De peur qui a voulu réagir, qui a voulu sauver sa peau et qui n'a pas pu. Donc c'est une empreinte de peur. Et qu'est-ce que l'anxiété si ce n'est une peur latente qui ne nous quitte jamais? Qui est là un peu en arrière-fond tout le temps. C'est ça l'anxiété. Il y a quelque chose qui va mal se passer. C'est une peur en fait. Et tu le sais, si tu es aux prises avec l'anxiété, on ne peut pas se raisonner, on ne peut pas raisonner cette peur. Ce qui veut dire quelque chose de fondamental, ton corps, il ne sait pas que le danger il est passé. Dans l'anxiété, c'est comme si le corps ne répondait plus à la tête, et on a l'impression que c'est dans la tête, mais en réalité c'est dans le corps. Ton mental, il le sait que le danger il est passé, mais ton corps non. Et tu peux te dire, j'ai survécu, je suis adulte, je suis en sécurité. Mais ton corps, il continue d'agir comme si quelqu'un allait exploser de colère contre toi, quelqu'un allait te crier dessus, quelque chose allait mal se passer, comme si tu devais rester tout le temps dans cette hypervigilance, que tu connais très très bien, comme si tu devais anticiper la moindre variation de ton environnement, la moindre variation de l'humeur chez quelqu'un, une porte qui claque, etc., etc. Et ça, c'est pas de l'hypersensibilité, c'est pas de la mentalisation, de la surmentalisation des choses ou de la suranalyse, c'est pas du manque de volonté, c'est le système nerveux qui dit « je n'ai pas eu l'occasion de décharger l'expérience d'origine. Donc je reste en alerte ». Et à nouveau, ça c'est une fonction saine, protectrice, nécessaire du système nerveux. Sinon, on serait pas en vie aujourd'hui. Si ton système avait pas réagi comme ça au moment du traumatisme, tu serais probablement pas là aujourd'hui. Et donc déjà ici, on doit absolument faire une pause et envoyer un peu de gratitude à notre système nerveux. Ton anxiété, c'est la preuve que ton système nerveux a fait et continue de faire son travail. Et ça, si tu l'intègres vraiment, ça devrait déjà te procurer du soulagement. Et tu devrais pouvoir te dire que les choses peuvent changer, parce que c'est la meilleure nouvelle du monde, ça. Le trauma, c'est l'empreinte de l'événement dans notre système nerveux. C'est pas l'événement en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut agir. Parce que l'événement, lui, il est passé, on peut plus rien faire. Ça s'est passé comme ça, malheureusement, ça s'est passé comme ça. Par contre, notre système nerveux, il est bien là dans notre corps aujourd'hui et il répond à un phénomène de neuroplasticité, donc il peut changer. On sait qu'on peut changer notre cerveau, notre système nerveux jusqu'à notre mort, en fait. Même les personnes âgées peuvent changer les choses. Donc quand nos grands-parents nous disent « Ah, tu sais, moi je suis trop vieux », ce n'est pas vrai. Et on le sait scientifiquement aujourd'hui. Et on en parlera de cette neuroplasticité, on en parlera aussi dans le sommet Devenir avec l'intervention d'Émilie, sur le fait qu'on peut revenir même des endroits les plus sombres. Parce que qu'est-ce qui permet ça, en partie? C'est ce phénomène de neuroplasticité. Maintenant, une autre question, et j'aime bien poser des questions et y répondre, parce qu'on avance comme ça ensemble dans notre réflexion. Comment l'empreinte d'un événement traumatique, elle reste dans le système nerveux? Peter Levine, il nous explique que le trauma, c'est quand notre énergie vitale, elle est détournée de son cours naturel. Donc lui, il utilise cette image de la rivière. T'imagines ton énergie vitale, ta vitalité, ce qui fait que tu te tiens debout comme une rivière. Et dans un système sain, l'eau, voilà, elle circule, elle s'adapte, elle se calme, elle accélère, il y a des petites vagues, il y a des grandes vagues. Mais elle reste dans son lit. Le lit de la rivière, pas le lit avec tes oreillers et ta couette. Le lit de la rivière, elle déborde pas. Quand il y a eu un trauma, il y a une brèche. C'est comme s'il y avait une brèche dans la berge de la rivière. Et donc, quand il y a un peu plus d'énergie qui arrive dans le système, ce qu'on appelle une activation, un challenge dans notre vie, un défi à relever, l'eau, au lieu de continuer son chemin, elle est aspirée dans cette brèche. Elle est aspirée vers l'ancien danger, en fait. La brèche, c'est la trace qui a été laissée par un danger ancien puis qui a jamais eu l'occasion de se refermer. Dans la somatic experiencing, donc qui est le travail de Peter Levine, qui est la modalité de résolution des traumatismes qu'on utilise aussi dans le programme Arise, on appelle ça le vortex traumatique. Donc on est aspiré, comme l'eau dans la brèche, dans notre vortex traumatique. Et le vortex traumatique, il va être différent pour chaque personne. Ça peut être une anxiété constante, ça peut être des scénarios catastrophes dans la tête et puis des pensées à 1000 à l'heure, ça peut être la difficulté à se reposer, à ralentir,
ça peut être la peur d'être seul, tout le temps que je sois avec quelqu'un, ou la peur d'être en silence aussi, tout le temps être dans un bruit ou un brouhaha de fond au moins, la difficulté à faire confiance aux autres, ça peut être des douleurs chroniques, des symptômes physiques, ça peut être des pics d'excitation, d'énergie, et puis après on s'effondre, ça peut être la fatigue extrême, ça peut être de la dissociation. Le vortex traumatique, il va être différent pour chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pas que t'as un problème. C'est juste que tu n'as jamais pu refermer la brèche. Et l'eau continue de s'y engouffrer à chaque fois que quelque chose sort de ce que t'as mis en place pour colmater la brèche, pour que rien ne dépasse dans ta vie. T'as tout bordé dans ta vie pour te sentir en sécurité, puis dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber un peu ça, tu t'engouffres dans ton vortex traumatique, bien sûr pas de façon consciente, ou tu vas vers ce qu'on appelle les stratégies d'adaptation. Je vais aller boire un peu, je vais aller fumer pour m'anesthésier, je vais manger du sucre, moi, il faut que j'aille faire du sport, je suis addict au sport, on va dans nos addictions. Okay. Pour se distraire, pour s'anesthésier, pour plus sentir. Et cette image de la brèche, elle a un grand avantage, c'est de nous faire comprendre pourquoi parler ne suffit pas. Cette brèche, elle est pas cognitive, elle est somatique. Soma, ça veut dire le corps en latin, pour rappel, donc elle est dans le corps. Tu peux comprendre ton histoire mieux que personne. Tu peux avoir tout analysé, tout intellectualisé. Moi, je parle toujours de ces 2 ans là où j'ai été voir un psychiatre. Genre, je connaissais toute ma vie, c'était parfait. J'avais tout analysé. Je pouvais être mon propre psychiatre. Okay. Tu peux connaître toutes les parts de toi, tous tes schémas, toutes tes croyances. Si ton corps, il a pas vécu l'expérience qui lui permet de mettre à jour l'information, et l'information c'est quoi? C'est je ne suis plus en danger, ou je suis adulte, je peux me défendre, ok, de mettre à jour toutes ces informations, alors rien ne change. Et si rien ne change, rien ne change. Donc je continue à avoir de l'anxiété, je continue à être aspirée par mon vortex traumatique. Et c'est parce que c'est dans le corps, c'est pour ça que tu sais que t'es plus en danger, mais ton corps il continue à réagir comme si t'étais en danger. Tu sais que tu peux dire non, mais t'y arrives pas. Tu sais que t'es plus une enfant, mais tu te sens petit, petite, impuissant, impuissante. Tu sais que tu devrais te reposer, mais tu culpabilises tellement que tu crois que tu vas mourir et du coup tu te reposes pas. Donc juste comprendre, ça suffit pas. Et même juste savoir, avoir cette conscience, et c'est le moment peut-être le plus frustrant sur ce chemin, c'est j'ai tout compris, mais rien ne change. C'est terrible et c'est, je trouve vraiment à ce moment-là que le désespoir arrive. Donc expliquons pourquoi juste comprendre, juste utiliser notre tête, ça suffit pas. Je vais aller un petit peu dans la science ici. J'en ai parlé aussi dans l'épisode 125 du podcast. Et ici, il nous faut revenir un peu en arrière. Il faut parler du fait qu'on est arrivé à cette conclusion bizarre au cours des 200 dernières années à peu près, où on a commencé à croire que le mental est au cœur de l'être. Et ça a posé vraiment les bases de ce qu'on appelle ce dualisme, okay, cette séparation finalement occidentale, l'idée que le corps et l'esprit sont séparés, avec l'esprit, donc la pensée rationnelle, qui est placée au-dessus du corps en termes de hiérarchie. Et c'est cette croyance, on peut le dire aujourd'hui, qui est erronée, qui a absolument tout façonné de la médecine qu'on appelle moderne, conventionnelle, à la psychologie. Et c'est ce que le travail somatique vient doucement remettre en question. Je pourrais utiliser le verbe défaire aussi. Okay, on vient défaire ça gentiment, détricoter. Il y a encore beaucoup de travail. Et je sais que je ne partirai pas à la retraite dans cette vie, parce qu'on a des centaines d'années de conception qui sont erronées aujourd'hui à doucement défaire. Donc il y a du travail, ça va lentement, mais les choses avancent. Et le coupable, on le connaît, un des coupables en tout cas, c'est Descartes. Descartes, il a déclaré « je pense donc je suis ». Okay, mais lui, le corps, il dit autre chose. Le corps, il dit « je ressens donc je suis ». Et c'est comme ça que je sais que je suis vivant, parce que je ressens. Et ici, encore une fois, c'est pas du tout pour dénigrer les pratiques qui sont davantage centrées sur le mental, comme la pleine conscience, comme la méditation, les affirmations positives ou n'importe quel autre cadre cognitif pour aller vers plus de santé, plus de bien-être, etc. Le problème, c'est quand on mise tout sur le mental. Et qu'en faisant ça, on écarte, on élimine complètement cette intelligence primale, viscérale, ancienne, du corps. On confond souvent comprendre avec guérir. Ça n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que dans le sommet devenir, ce sera un mélange de conférences et de pratiques. Okay, on va comprendre et ressentir, et c'est ça qui nous permet de nous mettre en chemin. Donc je te rappelle toutes les infos sous la vidéo ou sous l'épisode pour prendre ta place. Prendre ta place gratuite pour le sommet devenir. Parce que même si la conscience, elle ouvre des portes, il y a que le corps qui peut franchir ces portes. Et c'est assez simple si on y pense. On peut imaginer n'importe quoi dans notre tête, mais si notre corps, il expérimente pas, ça restera toujours au stade de, voilà, la vision, l'idée, le concept. Super. Mais on en reste là.
Donc maintenant, passons à la science. Et puis je veux parler de la différence entre les modalités qu'on appelle top-down et bottom-up, parce que ça c'est important aussi pour toi si voilà tu t'engages dans des modalités de guérison, pouvoir avoir un mix des deux, c'est très intéressant, puis savoir où est-ce qu'elle se situe. Top-down, c'est de haut en bas, ok, et bottom-up, c'est des mots anglais, hein, de bas en haut. Donc souvent on explique ça comme ça. Les approches top-down, c'est celles qui se concentrent plutôt sur la tête, ok, c'est de haut en bas, donc avec cette idée derrière finalement que la tête dirige le corps. Et puis les approches bottom-up, elles se concentrent sur le corps. C'est davantage ce qu'on va appeler les modalités qui sont somatiques. Mais pour entrer un peu plus dans le détail, donc les approches top-down, elles travaillent surtout avec les régions supérieures du cerveau, les régions plus récentes aussi, hein. Plus spécifiquement la partie qu'on appelle le néocortex, qui est le siège de la cognition, de l'apprentissage, de la planification, de la vision à long terme, du langage verbal. C'est cette partie du cerveau qui nous permet vraiment, voilà, de réfléchir, de donner du sens aux choses, de planifier, de parler, de mettre en mots. C'est notre centre de rationalité, et c'est aussi là que loge notre mémoire explicite, hein, notre mémoire verbale, les choses dont on se souvient. Je peux dire que le 21 juillet 2024, je faisais ça, etc. Vraiment, c'est notre mémoire explicite. Et puis de l'autre côté, les approches bottom-up, donc du bas vers le haut, au contraire, elles se concentrent plutôt sur les régions inférieures du cerveau, donc pas cette fois-ci le cortex, hein, pas le cerveau cortical, conscient, cognitif, mais les parties qu'on appelle sous-corticales, inconscientes, dont fait partie le système limbique, dont tu as peut-être déjà entendu parler, et aussi le tronc cérébral, c'est des parties du cerveau assez connues peut-être, le tronc cérébral qui est lui le plus en bas, encore plus en bas que le système limbique. Et ces deux régions, le tronc cérébral et le système limbique, c'est des zones, voilà, qu'on appelle sous-corticales, qu'on appelle aussi subconscientes. C'est pas ce qui se loge dans ces régions-là, c'est pas des choses qui sont portées à notre conscience, ok? Et le langage de ces zones-là du cerveau, c'est les émotions, les impulsions, les sensations. C'est là qu'est stockée la mémoire implicite, pas explicite justement, la mémoire implicite, c'est la mémoire du corps, ok? La mémoire musculaire, la mémoire dans nos muscles, la mémoire sensorielle, émotionnelle, la mémoire dans nos fascias aussi, ou ce qu'on appelle aussi la mémoire procédurale. C'est-à-dire, la mémoire procédurale, nos réflexes, ils font partie de la mémoire procédurale. Toutes les choses auxquelles on n'a plus besoin d'y penser, les mouvements qu'on fait sans y penser. Par exemple, m'habiller, conduire, nager si je sais nager. Genre, j'ai pas besoin de penser aux gestes, en fait. Juste, je le sais. C'est des procédures qui sont dans ma mémoire. Ok, on appelle ça la mémoire procédurale. Elle loge dans mes muscles, dans mes membres. Donc, ces approches bottom-up, elles travaillent avec le corps. Et plus précisément, avec les régions inférieures du cerveau pour amener de la résolution dans la libération, okay, la guérison des traumatismes. Maintenant, je vais décrire rapidement leur rôle, okay, le rôle du système limbique et le rôle du tronc cérébral. Et je veux spécifier ici que ça, c'est vraiment simplifier ce que je vais dire. On connaît même pas encore tout le cerveau, donc comment ça pourrait ne pas l'être. Le système limbique, c'est le siège de nos émotions. C'est aussi là que se trouve notre centre d'attachement, de connexion. Et ça a du sens, parce que quand on pense à nos émotions, on pense plutôt, voilà, à notre cœur. Et le système limbique, il abrite une structure qui est très intéressante, une petite structure en forme de haricot, qui s'appelle l'amygdale, dont tu as peut-être déjà entendu parler, puisque l'amygdale, c'est cette fois le centre de la peur, de la menace. C'est un peu le système d'alarme de ta vie. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui déclenche une réaction chez toi, c'est l'amygdale qui se met en route et qui lance ses réponses de survie et qui ordonne à tout le système nerveux autonome de se mettre en branle pour la survie. Ok, nos deux réponses de survie, celles qui arrivent tout de suite, ça va être la fuite ou le combat. Et puis ensuite, en fonction de si elles peuvent se produire ou pas, ces réponses, donc la fuite ou le combat, soit on sera dans une réponse de stress, soit on sera dans une réponse traumatique, ok? Soit on va dans l'action, soit on est bloqué dans l'inaction, dans l'impuissance. Et bien sûr, il y a plein d'autres structures dans le système limbique. Ici, je parle de l'amygdale parce qu'elle est intéressante pour l'anxiété. Et ensuite, on a le tronc cérébral, donc qui est à la base du crâne, et c'est là que se trouve notamment le cervelet. Donc, je fais un petit zoom aussi sur une structure là du tronc cérébral, il y en a plein d'autres. Dans la partie arrière, en bas de la tête, cette structure, elle régit plein de grandes fonctions de notre corps. Okay, c'est la partie du cerveau, on pourrait la décrire comme ça, la partie du cerveau la plus connectée à notre corps. Et pourquoi à nouveau, je parle de ça parce qu'on était dans une séparation corps-esprit. Le cervelet, il est la preuve physiologique que rien n'est séparé. Et c'est cette partie-là, donc ce cervelet qui contrôle tes impulsions, ton système sensorimoteur, tes sens, et plein d'autres grands systèmes corporels. Le système respiratoire, digestif,
cardiovasculaire, endocrinien, immunitaire, etc. Autrement dit, ce sont ces parties-là du cerveau, donc ces parties-là du système nerveux. Quand on parle de système nerveux, on parle du système nerveux central et autonome. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Ce sont ces parties-là qui supervisent tout ça, qui supervisent les fonctions du corps. C'est pas le cortex préfrontal, c'est pas le néocortex. Voilà pourquoi tu peux savoir, avoir analysé, identifié tes activations, mais te retrouver malgré tout dans un conflit et puis complètement figé. À figer ou même dès que tu sens qu'un conflit arrive. Ou à paniquer à l'idée de tel voyage alors que tu sais que voilà, tout va bien se passer, tu vas pas y aller seul, etc., etc. Ou dès que quelqu'un se rapproche un peu trop de toi ou qu'il s'agirait d'entrer peut-être en intimité avec une personne, t'as une réponse de fuite. Et qui est presque, même pas presque, qui est automatique parce que c'est dans le corps. Et ici, il faut préciser quelque chose. On sait que la dérégulation du système nerveux vient de donc notre histoire personnelle et puis les traumatismes qui l'ont marqué. Et quand il y a un traumatisme, il se passe plein de choses dans le cerveau et dans le corps. Et il y a un mécanisme qui se passe notamment, qui se passe pas du tout que quand il y a un traumatisme, qui est là tout le temps, et c'est ce qu'on appelle la neuroception. C'est la façon dont ton subconscient et ton corps scannent en permanence l'environnement pour détecter les menaces. Détecter des menaces ou pas. Soit pour dire, ok, tout est safe, on est en sécurité, c'est bon, soit pour dire, il y a une menace. Sans que ton esprit conscient, donc sans que ton mental en ait conscience. C'est vraiment quelque chose qui se fait en dehors, en dessous de notre conscience. Ça, c'est un élément clé de la théorie polyvagale, qui est l'élément de recherche le plus récent sur le système nerveux autonome et sur les états du système nerveux autonome. C'est quelque chose qu'on explore, la théorie polyvagale, vraiment en profondeur dans le programme Rise. C'est la base de tout ce qu'on fait et j'en ai parlé aussi dans l'épisode 83 du podcast. Donc il y a cette neuroception et qu'est-ce qui se passe quand il y a un danger ? Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que le tronc cérébral, ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, qui gère justement ce système sensorimoteur, qui sent, qui scanne, il envoie une alerte à l'amygdale. Allume-toi, réveille-toi, on est en danger. Et quand l'amygdale, elle s'active, il y a plusieurs choses qui se produisent. D'abord, le néocortex, donc la partie du cerveau dont on a parlé là, qui parle, qui pense, qui planifie, elle commence à être comme désactivée en fait, comme si elle passait en arrière-plan pour que la partie de survie du cerveau puisse économiser de l'énergie avec une seule priorité, nous garder en vie. Parce que là, on n'a pas le temps pour la planification long terme, comment est-ce qu'on va exprimer les choses et tout ça, c'est fuis ou combat, ok ? Et on doit rester en vie. Ensuite, quand l'amygdale, elle se déclenche, il y a l'hypothalamus qui ouvre les vannes hormonales aussi. Ces hormones de stress et de survie que tu connais, adrénaline, noradrénaline, cortisol, elles sont là pour nous mobiliser, pour justement qu'on puisse fuir ou combattre. Donc quand l'amygdale, elle se met en route et elle libère ses hormones, elle déclenche ces réponses de survie-là. La fuite, le combat, ou si on peut pas agir, l'effondrement, le figement. Si tu veux, c'est comme si l'amygdale et le système nerveux autonome prennent le volant. En fait, il y a plus de pensée rationnelle, il n'y a plus de contrôle mental dans ce moment-là. Et quand je dis dans ce moment-là, je parle de tous ces moments qui te submergent, qui sont trop pour toi. Et donc ça, c'est la définition des traumas. Quand ça se produit, ce qui se passe, si ensuite on n'a pas l'occasion d'être soutenu pour pouvoir décharger, donner du sens à ce qui s'est passé, etc., pour pouvoir renégocier l'événement, on reste coincé dans un état de survie. Et ça peut se passer de façon développementale, donc c'est-à-dire dans ton enfance. Et développemental, c'est vraiment tout ce qui était régulé dans l'enfance. Si tu grandis dans un environnement où ton système nerveux, qui est encore jeune, qui est encore vulnérable, il est exposé à des expériences internes, externes, relationnelles aussi, qui sont pas safe, qui sont pas source de sécurité. Ça va câbler le système nerveux et les structures cérébrales pour la survie. Et donc l'amygdale, elle sera constamment activée. Et ça va se répercuter bien sûr dans notre vie d'adulte. Parce qu'après, on a ce qu'on appelle cette neuroception qui analyse tout comme un danger. Même les choses qui n'en sont pas. Et c'est là le problème. Et donc du coup, on est tout le temps dans cette boucle-là. L'amygdale, les hormones du stress et encore des hormones du stress et nos tissus qui baignent tout le temps dans les hormones du stress et tous les problèmes de santé en conséquence. Et tous les symptômes en conséquence. L'anxiété, la fatigue, la rage peut-être, la dépression et toutes nos stratégies d'adaptation pour faire face à ça dont je parlais tout à l'heure.
Parce qu'on n'en peut plus de cette anxiété, on n'en peut plus de ressentir cette rage à l'intérieur ou cette honte ou cet effondrement. Donc on a toutes nos addictions, on a notre people pleasing, on a l'hyper-performance, on a de jamais s'arrêter de travailler, comme ça j'ai pas à sentir mon corps et j'ai pas à dealer avec ce qui se passe dans ma vie. Et même si plus tard on devient conscient de tout ça, le trauma c'est pas une idée avec laquelle on peut débattre, ok ? C'est pas une sorte de conscience intellectuelle qui, une fois acquise, va nous permettre de connaître un changement. Malheureusement, ça serait super, mais c'est pas le cas. Le trauma, il laisse une empreinte dans la chair, okay, dans le corps, dans le fascia, dans le souffle, dans la façon dont tous nos liquides circulent dans le corps, la lymphe, le sang, dans la façon dont notre corps réagit aux challenges de la vie, aux activations, à tout ce qui ressemble de près ou de loin à notre passé, mais qui vit encore tellement dans le présent aujourd'hui parce que c'est encore dans notre corps, l'empreinte elle est là. Donc voilà pourquoi on dit qu'on peut pas ordonner à notre système nerveux de se réguler. Il faut lui montrer. Donc voilà, je pense que tu as compris l'importance d'impliquer le corps dans le travail de résolution du traumatisme. Et c'est même pas l'importance, c'est presque, il y a que ça. C'est pas, si j'implique pas le corps, ça va pas être complet. Ça va carrément être erroné. Parce que c'est dans le corps. On va pas voir au bon endroit. Et un dernier point, si t'es pas convaincu, c'est le point sur le nerf vague. Parce qu'on parle beaucoup du nerf vague. J'ai tout un épisode de podcast sur le nerf vague, c'est l'épisode 124. Le nerf vague, c'est cette autoroute d'information entre le cerveau et le corps. Il faut savoir que le corps envoie en permanence des signaux au cerveau et le cerveau envoie en permanence des signaux au corps. Or, ce que Stephen Porges, qui a proposé la théorie polyvagale, lui a montré dans ses recherches, c'est que 80%, au moins 80%, c'est la fourchette basse, ça, au moins 80% des fibres du nerf vague vont du corps vers le cerveau. Et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc ça veut dire que le corps a beaucoup plus de poids que le mental dans la façon dont on se sent, dont on pense, dont on réagit. Même dont on pense, parce que nos pensées, elles sont influencées par l'état du système nerveux autonome dans lequel on se trouve. Maintenant qu'on a compris ça et qu'on a ces bases, il nous faut parler du langage du corps. Parce que, ok, maintenant c'est dans le corps, mais si mon corps, il a pas cette mémoire verbale, c'est pas le centre du langage, genre comment je parle à mon corps. Dans le monde somatique, et somatique ça veut dire basé sur le corps en fait, c'est un mot un peu grandiloquent, mais ça veut juste dire le corps en fait. Donc on travaille avec le langage du corps. Il parle de multiples langues, le corps, ok. Mais celle qu'on retrouve souvent, c'est quoi ? C'est les sensations, la température du corps, le souffle, la façon dont se modifie notre respiration, des mouvements, volontaires ou involontaires, des impulsions, tout ce qu'on sent qu'on aimerait faire, ok, puis on sent dans le corps, faudrait que je fasse ça. Les larmes, peut-être aussi, c'est un autre langage. Dans Rise, c'est intéressant, on étudie le vocabulaire des sensations et des émotions, commencer justement à apprendre le langage du corps. Parce que c'est une langue qu'on parle pas. On a passé notre vie à raconter ce qui se passe, au lieu de noter ce qui se passe, de remarquer ce qui se passe. Je vais aller plus loin, de sentir ce qui se passe. Au lieu d'être présent à notre corps, au lieu aussi d'honorer là où il est. Parce que souvent, il est pas au même endroit que la tête. Le corps, souvent, moi j'ai cette image il court un peu derrière notre tête. Notre tête, elle sait plein de choses, mais le corps, il a comme pas reçu le message. Et pour l'illustrer de façon très concrète, c'est ce qu'on fait au quotidien, de pas honorer le corps là où il est. C'est je me réveille et je suis peut-être directement sur mon téléphone portable ou je suis directement sur ma to-do list, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à vérifier. Et on se demande pas, est-ce que mon corps il est fatigué aujourd'hui ? Comment je me sens aujourd'hui ? Quelles sensations je remarque à l'intérieur de moi ? Comment sont mes muscles ? Ok ? Est-ce que je suis activée ? Est-ce que je suis plutôt effondrée ? Est-ce que je suis juste bien ? Est-ce que j'ai mal aux os ? Comment sont mes articulations ? Comment ça va dans mon système digestif ? Est-ce que mon ventre il est noué ou est-ce que les choses elles sont détendues ? Et ça c'est la beauté de ce travail, c'est qu'il va se faire jour après jour et que quand on commence à vivre depuis un endroit justement qui est plus habité, qui est plus incarné, ça devient facile de laisser tomber les stratégies d'adaptation qui sont devenues complètement dysfonctionnelles aujourd'hui, qui nous servent plus. Ça devient facile de laisser tomber les anciennes stratégies de survie, nos armures aussi, tous les endroits où on s'est tendu, où on se protège. Okay, parce que la guérison, elle commence là, elle commence quand on arrête d'expliquer, en fait, et quand on commence à vivre l'expérience. Quand on se reconnecte à notre corps et qu'on peut remarquer des choses comme « Ah, il y a un tel qui m'a proposé ça, là, qui m'a proposé d'aller boire un café. J'ai répondu oui automatiquement, parce que je lui réponds toujours oui, à elle ou à lui. Mais maintenant que je me connecte au corps, c'est hyper contracté.
Ma mâchoire, elle me fait un peu mal. Le sourire, il était, je pense, forcé quand j'ai dit oui. Quand je pense à aller boire ce café, ou pas envie du tout, j'ai un peu de nœud dans l'estomac, en fait, je réalise que j'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai dit oui. Mais quand on s'autorise à être avec notre expérience somatique, avec l'expérience du corps, on peut déjà s'en rendre compte et puis créer, du coup, agir en conséquence, créer des nouveaux choix, des nouvelles habitudes, des nouveaux schémas. Et du coup, super important, des nouvelles preuves pour notre système. La preuve que je vais pouvoir dire non, je vais pas aller boire un café avec toi et je ne vais pas mourir. Je commence à écrire une histoire qui est complètement nouvelle ici pour mon système. Et plus on apprend le langage du corps, plus on va sentir nos cycles aussi. Parce que il n'y a pas que les femmes, les femmes elles sont absolument cycliques, mais il n'y a pas que les femmes, on est tous et toutes cycliques, avec des cycles d'expansion et de contraction, d'activation et de désactivation, qui sont complètement normales, hein, sans parler d'activation en mode je vais dans ma réponse traumatique. Juste, voilà, là par exemple, j'ai besoin d'un sain niveau d'activation parce que je suis en train d'expliquer quelque chose. Donc, il faut que je sois là, il faut que je sois concentrée, il faut que je sois présente. Et une fois que je vais éteindre la caméra, là, puis que j'aurai fini cet épisode de podcast, il y a quelque chose qui va se désactiver à l'intérieur de moi. Je vais pouvoir relâcher, je vais aller me faire un petit thé, tout. Hop, il y aura une désactivation. Et c'est totalement normal. On fait ça dans la journée tout le temps. Et quand on commence à écouter et puis à être un peu plus présent et présente au corps, on peut sentir ça. Et c'est hyper intéressant. Et pourquoi c'est hyper intéressant ? Parce qu'on a besoin de ces moments de désactivation aussi. Pas tout le temps rester là dans l'activation. Et ça nous donne une grande clarté. Et je crois aussi beaucoup de compassion. C'est inestimable. La clarté et la compassion qui viennent de ce travail-là pour nous-mêmes et puis pour les autres ensuite après. Parce qu'on espère que ça a cet effet ricochet sur les autres. Mais ok, là, je suis concentrée, je suis activée et après, j'ai besoin de désactiver. Ou là, on m'a proposé d'aller boire un café. Ça aurait dû être un moment d'expansion, d'ouverture, hein, ouais, magnifique. Puis au contraire, je me suis contractée dans le corps. Intéressant. Comment je peux être avec ça ? Bon, je crois que là, j'ai besoin de dire non. Ok, je retrouve du choix. Parce que c'est ça qu'on perd avec la dérégulation, avec l'anxiété. On n'a plus le choix, on organise notre vie autour de ça. Non, là, je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'énergie. Non, c'est plus nous qui sommes au volant. Et c'est ça qu'on récupère, la clarté, la compassion et le choix. Et pourquoi je prends le temps d'expliquer tout ça dans un épisode sur tes moments de désespoir ? Okay ? Pour te montrer que peut-être que tu as le sentiment d'avoir tout essayé, mais il y a peut-être une chose que tu n'as pas essayé. Et c'est ça, c'est ce travail de présence à ton corps. Et ça semble simple, hein, dit comme ça. Travail qui semble absolument simple, mais vraiment pas facile. Vraiment pas facile à faire en autonomie. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on travaille avec ça dans le programme Rise et après je te donnerai quelques conseils, mes fameux 5 conseils que j'ai évoqués au début avec lesquels tu peux commencer tout de suite. Donc pour moi, c'est vraiment 3 étapes. La première étape, c'est comprendre ton système nerveux. Pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, comment tout ça est influencé par l'état du système nerveux autonome dans lequel tu te trouves. Ici, on plonge dans la théorie polyvagale, dans la science de la sécurité et tu vas comprendre ce que ton corps fait en fait quand tu vas dans l'anxiété, quand tu vas dans la panique, quand tu vas dans l'effondrement, quand tu vas dans la dissociation. L'étape 2, c'est d'apprendre à traquer maintenant et puis ensuite à réguler ton système nerveux. Donc, on t'apprend à reconnaître moment après moment l'état du système nerveux autonome dans lequel tu te trouves, à sentir ce qui se passe dans ton corps, sans devoir l'expliquer mentalement et sans prendre peur aussi, toujours dans quelque chose qui soit gérable, hein, bien sûr. Et t'apprends à donner du soutien à ton système aussi. Et à te ramener vers la sécurité. Encore et encore. Parce que tu te souviens, on peut pas juste dire à notre système nerveux de se réguler. On doit lui montrer. Et c'est ça qu'on fait dans cette étape-là. Et puis la 3e étape, on va explorer les causes profondes. En sécurité. Une fois que ton système il a retrouvé suffisamment de stabilité, ce qu'on appelle la capacité dans le travail somatique, tu peux aller voir, qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui ? Tu peux aller voir les adaptations de ton enfance, l'attachement, la honte toxique, toute la colère réprimée, le dépassement de tes limites, toutes ces expériences et ces traumatismes qui ont façonné et puis qui façonnent encore ta façon, ta manière de vivre, ou devrais-je dire de survivre. Et là, à ce moment-là, les libérations qui ont besoin d'avoir lieu, elles peuvent se faire. Et elles peuvent se faire sans forcer, de sorte que, de façon vraiment, moi j'aime bien dire organique, naturelle, de sorte que ton système il puisse intégrer le changement, la transformation pour de vrai. Donc ça, c'est la façon dont on travaille dans le programme Rise. Et maintenant, par où est-ce que tu peux commencer quand tu es dans un moment de désespoir ? Mon premier point, c'est vois si tu peux enlever une couche de jugement. Si tu peux dire,
gentiment à ta critique intérieure, je te vois, et là maintenant, j'ai besoin que tu me donnes un peu d'espace. Et généralement, déjà, il y a un peu d'intensité qui baisse. L'activation baisse déjà, quand on peut enlever une couche de jugement. Ma deuxième proposition, c'est de réécrire le narratif autour de l'inconfort. Inconfort n'est pas égal à danger. Je répète ça. L'inconfort ne veut pas dire que tu es en danger. Être inconfortable, c'est pas nécessairement être en danger. L'inconfort, c'est juste de l'inconfort. C'est quelque chose de désagréable. Ok. Et c'est neutre en soi. C'est une sensation, c'est un sentiment. Ok, ça c'est pas agréable, c'est inconfortable. Une comparaison pour t'aider, quand l'étiquette de ton pull, elle te gratte, c'est inconfortable mais t'es pas en danger. Est-ce que je peux faire ça avec l'anxiété ? Où est-ce qu'elle est l'anxiété dans mon corps ? Où elles sont les sensations ? C'est inconfortable. Par exemple, j'ai la gorge nouée. Je sens une boule dans la gorge. Ok, j'aimerais mieux qu'elle soit pas là. Et c'est une boule dans la gorge. Ok. Et on commence à réécrire le narratif autour de ça. Ma troisième proposition, c'est cherche des micro-moments de sécurité. Ton système, il n'a pas besoin d'une grande retraite de yoga ou de je sais pas quel stage spirituel de 3 semaines, ok ? Il a besoin de 5 secondes, 50 secondes, 3 minutes, répéter de façon régulière au quotidien, répéter 50 fois parce que ça fait 50 jours que tu le fais, 100 fois parce que ça fait 100 jours que tu le fais. Et petit à petit, toutes ces secondes, ce qui sera au début des secondes vraiment de régulation, de stabilisation, toutes ces secondes, devine quoi, mises les unes à la suite des autres, elles vont finir par former un continuum de régulation, de sécurité. Donc on commence avec les micro-choses. Quatrième invitation, c'est à devenir ami avec la résistance. Le fait que tu ailles faire autre chose, au lieu d'aller faire ce que tu avais prévu de faire et peut-être ce qui est vraiment bon pour toi. J'ai commencé tel programme, où je sais que ça me fait vachement de bien de sortir mon tapis de yoga et juste faire du mouvement un peu intuitif, ça me permet de relâcher des tensions dans mon corps, puis au lieu de ça, je vais travailler, ou au lieu de ça, je vais vider le lave-vaisselle, ou au lieu de ça, je vais me fumer une cigarette. Je dis n'importe quoi. Okay. Tous ces moments-là, le fait que tu en prennes conscience, ça veut dire que les choses bougent et que ton système résiste. Que tes parts protectrices, elles sont à l'œuvre. Et c'est pas mauvais en soi. On dit que une stratégie d'adaptation répétée avec conscience, elle est déjà en train de se déliter. Okay, donc il y a vraiment énormément d'espoir à retrouver à cet endroit-là. Okay, les choses que je sais sont néfastes pour moi ou j'ai plus envie de faire, je les fais quand même, je le vois, il y a de la conscience, c'est en train d'être détricoté. Et de l'autre côté, tu continues à amener de plus en plus de sécurité pour ton système et une fois qu'il se sentira assez en sécurité, il va les abandonner de lui-même. Ces stratégies-là que t'aimes pas. Et cinquième invitation, revenir dans l'ici et maintenant. Et je sais que ce conseil, on a juste envie parfois de le jeter à la poubelle parce qu'il paraît si simple, mais c'est en mode qu'est-ce que je fais, revenir dans l'ici et maintenant, j'arrive pas, je commence par quoi ? Donc par exemple, tu peux noter une couleur, et puis tu choisis une couleur et tu la cherches partout dans la pièce. Commence par quelque chose, tu peux y amener un peu de jeu aussi. Tu peux noter les espaces vides et les espaces pleins. Tu peux noter les endroits lumineux et ceux où il y a un peu moins de lumière. Ou, voilà, tu laisses juste ton regard te balader si ça suffit pour toi, mais jusqu'à sentir que t'es vraiment là, pleinement là. Et moi, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce qui fait, comment tu sais que t'es là ? Dans la pièce où t'es, ou dans l'environnement. Et ça, quand on le refait, quand on s'entraîne, parce que c'est vraiment une pratique, hein, c'est vraiment cette pratique de l'orientation, quand on s'entraîne, elle devient une seconde nature et elle devient vraiment, vraiment une ressource. Parce qu'on peut ressentir dans le sens de sentir à nouveau l'environnement et plus juste être complètement aux prises avec notre corps, les sensations dans notre corps qu'on déteste, dont on a peur peut-être. C'est ok, j'ai un corps et je suis aussi dans un environnement. Cet environnement, il est là, il peut me tenir aussi. C'est pas juste moi, genre mon environnement, il s'arrête pas là, quoi. Il s'arrête pas à mon corps. Il y a beaucoup plus grand et différent aussi, parce que l'environnement extérieur, il est différent de mon environnement intérieur. Donc voilà, pour ce que je voulais te transmettre, vous transmettre, si t'as le sentiment d'avoir tout essayé. Et je te le redis, ton anxiété, c'est pas une condamnation, ok ? C'est pas une fatalité, c'est une empreinte, une trace qui a été laissée sur toi. Et c'est une empreinte qui peut être transformée. Peut-être que ça paraît incroyable dans le sens de pas réussir à y croire hein, quand on est dans ces moments-là, mais il y a une version de toi qui respire plus librement. Il y a une version de toi qui est pas tout le temps dans l'hypervigilance, qui scanne pas en permanence. Il y a une version de toi qui peut se reposer, qui peut
rêver, voir les choses, qui peut aimer se perdre pendant des heures dans des trucs créatifs ou dans des choses qui servent à rien, ok? Parce que j'ai retrouvé, parce que tu as retrouvé cette capacité-là, je parle aussi pour moi. Une version de toi qui peut être seule sans paniquer, qui peut vivre sans essayer de tout contrôler en permanence, sans se critiquer en permanence. Et cette version de toi, elle existe déjà. Elle est en toi, elle a jamais disparu. Elle est juste recouverte. C'est cette métaphore que j'adore du soleil derrière les nuages. C'est vraiment ça, on a tous et toutes le soleil, parfois derrière les nuages. Je crois profondément que aucune et aucun d'entre nous ne perd jamais le potentiel de vivre libre. Notre capacité à retrouver du choix, ce dont je parlais tout à l'heure. Cette liberté intérieure qui est kidnappée par l'anxiété. Mais cette liberté intérieure, personne peut jamais vraiment nous la voler. Et c'est parce que je suis convaincue de ça qu'on proposera le sommet Devenir, le 28 février, notre grand sommet sur le système nerveux. Le sommet gratuit, j'y partagerai les 5 leçons que j'ai appris là ces 6 dernières années, depuis que j'ai commencé. Le travail somatique, le travail sur les traumatismes, sur le système nerveux. Tu dois faire de la place pour guérir. Tout commence avec l'attachement. On peut revenir même des endroits les plus sombres. Parler ne suffit pas. Et l'intégration, c'est la moitié de la régulation. Il va nous falloir parler de cette intégration. On parlera de tout ça, de tous ces sujets-là. Donc on se retrouve pour cette demi-journée ensemble. Prends ta place, à nouveau c'est gratuit, je me réjouis de te retrouver. Le lien est sous l'épisode pour réserver. Et comme toujours, merci pour ton écoute. Partage le sommet avec quelqu'un qui serait intéressé par ces informations ou qu'en a besoin. Continuons notre mission de partager au monde qu'on s'est trompé. Il faut qu'on partage au monde qu'on s'est trompé, que le corps et l'esprit ne sont pas séparés et que oui, on peut se libérer de l'anxiété pour de bon. Merci pour ta contribution à cette grande mission. Merci pour ta confiance renouvelée, pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.